Je m'appelle Braxton, j'ai 32 ans, et je n'aurais jamais pensé que ma sœur allait me trahir ainsi. Après avoir conduit 10 heures pour assister à son dîner de fiançailles, je me suis retrouvé sur le pas de sa porte pour m'entendre dire ces mots écrasantes, « Oh, nous l'avons fait hier. » Uniquement la famille. La douleur de ce moment n'était rien comparée à la semaine qui a suivi. J'ai souri, je suis parti et j'ai pris une décision qui allait tout changer entre nous. Avant de partager mon histoire, dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez. Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous, et restez à l'écoute pour voir comment j'ai transformé cette trahison familiale en une précieuse leçon de vie. En grandissant, Haley et moi étions inséparables malgré nos 4 ans d'écart. Elle était toujours mon ombre, me suivant partout dans notre maison de la banlieue du Michigan avec des yeux brillants et des questions interminables. Cela ne me dérangeait jamais. En fait, j'adorais la voir près de moi. Notre enfance a été assez classique jusqu'à ce que j'ai 14 ans et Haley 10 ans. C'est à ce moment-là que nos parents ont décidé que leur mariage de 20 ans ne fonctionnait plus. Le divorce a été houleux, rempli de disputes nocturnes et de discussions tendues sur la garde. Notre mère a obtenu la garde principale, tandis que notre père s'est installé à 3 états de là et a fondé une nouvelle famille. Il a promis de nous rendre visite régulièrement, mais ces visites sont devenues de moins en moins fréquentes au fil des mois. Maman a dû cumuler 2 emplois pour nous maintenir à flot, ce qui a fait de moi le tuteur par défaut de Haley. Chaque jour après l'école, je me dépêchais de rentrer pour m'assurer qu'elle avait un goûter, l'aider à faire ses devoirs et l'écouter raconter sa journée. J'ai appris à cuisiner des repas simples, à faire la lessive et même à lui tresser les cheveux pour les grandes occasions. Ce n'était pas toujours facile, surtout quand je voulais passer du temps avec mes amis ou me concentrer sur mes propres devoirs. Mais voir le sourire de Haley en valait la peine. À 16 ans, j'ai décroché mon premier emploi de mise en rayon à l'épicerie du coin. Ma première paye a servi à acheter à Haley un magnifique bracelet en argent avec un pendentif en forme de cœur pour son 12e anniversaire. Je me souviens encore de son visage qui s'est illuminé lorsqu'elle a ouvert la boîte, de la façon dont elle m'a sauté au cou en déclarant que j'étais le meilleur frère du monde. Ce moment a scellé notre lien d'une manière que rien d'autre ne pourrait égaler. Lorsqu'Haley est entrée au lycée, j'avais obtenu mon diplôme mais j'avais reporté mes projets universitaires. Maman avait du mal à payer ses factures médicales après une brève hospitalisation, et nous avions besoin de revenus supplémentaires. Au lieu de poursuivre mon rêve d'ingénieur, j'ai accepté un poste à plein temps dans une usine de fabrication de pièces automobiles. Le salaire était correct, et le directeur se montrait compréhensif lorsque j'avais besoin de congés pour assister aux événements scolaires de Haley. « Tu iras à l'université plus tard », me disait maman en me tapotant l'épaule. La famille passe en premier. J'y croyais de tout mon être. Ainsi, lorsqu'Haley a été acceptée dans 3 universités prestigieuses au cours de sa dernière année de lycée, je n'ai pas hésité à lui proposer une aide financière. À cette époque, j'avais gravi les échelons jusqu'à un poste de superviseur et j'avais quelques économies. Grâce à ma contribution et à une bourse partielle, Haley a pu fréquenter l'école de son choix sans s'endetter massivement. Ces 4 années ont été difficiles mais gratifiantes. Haley m'appelait régulièrement pour me raconter ses cours, ses nouveaux amis et ses activités sur le campus. Je lui rendais visite chaque fois que possible, fier de la voir s'épanouir dans un environnement dont je ne pouvais que rêver. Elle étudiait l'administration des affaires et parlait de créer sa propre entreprise un jour. Je ne doutais pas de sa réussite. Tout a changé au cours de la dernière année d'université de Haley lorsqu'elle a rencontré Trevor. Il étudiait la finance et venait d'une famille aisée disposant de relations dans tous les milieux influents. Leur relation a progressé rapidement et, soudain, nos appels téléphoniques se sont faits plus rares. Quand nous nous parlions, Haley semblait différente, plus soucieuse des apparences et du statut social que jamais. « Trevor m'emmène dans les hantons le week-end prochain », disait-elle. Ou encore, le père de Trevor me présente au PDG de son entreprise. J'essayais de la soutenir, heureux que ma sœur ait trouvé quelqu'un qui puisse lui offrir des opportunités que je ne pouvais pas lui donner. Mais il y avait une tension sous-jacente dans nos conversations, une distance grandissante que je ne parvenais pas à combler. Haley a obtenu son diplôme avec mention et j'ai pris des congés pour assister à la cérémonie. Elle m'a présenté brièvement à Trevor, puis s'est éclipsée pour retrouver les parents de celui-ci dans un restaurant huppé pour un dîner de fête. Mon invitation était notablement absente. « C'est juste un petit truc en famille », m'a-t-elle expliqué plus tard quand je l'ai interrogée à ce sujet. « Nous fêterons cela ensemble bientôt, je te le promets. » Cette célébration n'a jamais eu lieu.
Allais s'est installé à Chicago avec Trevor et nos communications se sont réduites à des SMS occasionnels et à des appels pour les fêtes. J'ai continué ma vie dans le Michigan, sortant de temps en temps mais sans jamais trouver quelqu'un avec qui m'installer. Je passais mon temps libre à suivre des cours du soir au collège communautaire, progressant lentement vers le diplôme que j'avais reporté depuis si longtemps. Malgré la distance grandissante, je n'ai jamais cessé d'essayer. J'envoyais des cadeaux d'anniversaire, des cartes de vœux et des SMS impromptus simplement pour prendre des nouvelles. Parfois, Allais répondait chaleureusement, me rappelant la relation étroite que nous avions autrefois. D'autres fois, ses réponses étaient brèves et évasives, mais je gardais toujours l'espoir que notre lien était indestructible, quels que soient les kilomètres ou les différences de mode de vie entre nous. Je ne pouvais pas me tromper davantage. L'appel est arrivé un mardi soir d'avril. Je rentrais tout juste du travail, épuisé après un quart de 12 heures à gérer des dysfonctionnements d'équipement et des problèmes d'effectifs. Mon téléphone s'est allumé avec le nom de Allais, une chose devenue de plus en plus rare au cours des 2 dernières années. Braxton. Oh mon Dieu, tu ne croiras jamais ce qui s'est passé. Sa voix débordait d'excitation, un ton que je ne lui avais pas entendu depuis des années. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé en enlevant mes bottes de travail et en m'effondrant sur mon canapé. Trevor a fait sa demande. Nous sommes fiancés. Mon épuisement s'est évaporé instantanément. Malgré notre relation tendue, entendre la joie dans la voix de ma sœur m'a fait sourire. C'est formidable, Allais. Félicitations. Raconte-moi tout. Pendant les 30 minutes suivantes, Allais a décrit en détail comment Trevor avait orchestré une demande en mariage élaborée dans un restaurant chic avec vue sur le lac Michigan. Il y avait une salle à manger privée, des dizaines de roses, un violoniste jouant leur chanson préférée, et enfin Trevor, un genou à terre, lui présentant une bague en diamant qui était, comme Allais l'a souligné à plusieurs reprises, absolument massive. Elle fait 4 carats, Braxton, 4. Toutes les filles au travail sont vertes de jalousie. La famille de Trevor a des contacts avec un créateur de bijoux à New York. J'ai écouté attentivement, glissant des exclamations d'admiration appropriées, même si ces détails me semblaient étrangers à mon propre style de vie. Ce qui importait, c'était le bonheur de ma sœur. Je soyais tellement content pour toi, Allais. C'est pour quand le grand jour? Il y a eu un léger silence avant qu'elle ne réponde. Eh bien, c'est justement une des raisons pour lesquelles je t'appelle. Nous pensons à un mariage en automne, mais... Sa voix a légèrement baissé. Les parents de Trevor ne sont pas très chauds pour couvrir la totalité des frais. Oh, ai-je dit, sentant où cette conversation menait. Ils sont d'accord pour payer la salle de réception et le traiteur, mais ils pensent que nous devrions contribuer au reste. Trevor essaie de faire sa place dans son cabinet et je rembourse encore des prêts étudiants, donc l'argent est un peu limité en ce moment. J'ai jeté un coup d'œil autour de mon modeste appartement, aux meubles d'occasion, à la télévision obsolète, à la pile de manuels du collège communautaire sur ma table basse. L'argent était également limité pour moi. Mais Allais ne m'a pas posé de questions à ce sujet. De combien penses-tu avoir besoin, ai-je demandé. Un autre silence. Eh bien, pour le genre de mariage que nous prévoyons, probablement environ 25 000 $. J'ai failli m'étouffer. Cette somme représentait presque toutes mes économies, de l'argent que j'avais mis de côté pour mes propres études et, à terme, pour un apport pour une petite maison. Mais il s'agissait de Allais, ma petite sœur que j'avais pratiquement élevée, que j'avais toujours promis de soutenir. Je pense que je peux t'aider pour cela, ai-je fini par dire. Vraiment? Sa voix est montée d'un ton sous le coup de l'excitation. Oh mon Dieu, Braxton, tu n'as pas idée de ce que cela représente pour moi. Ce mariage sera tout ce dont j'ai toujours rêvé. La gratitude dans sa voix a rendu la décision plus facile à prendre. Au cours des jours suivants, j'ai liquidé la plupart de mes investissements, annulé les vacances que j'avais prévu de prendre cet été-là ou mes premières vraies vacances depuis des années et j'ai même vendu ma précieuse Mustang classique que je restaurais pendant mon temps libre. En moins d'une semaine, j'ai transféré 25 000 $ sur le compte de Allais. Elle m'a appelé immédiatement après les avoir reçus. Tu es le meilleur frère qu'on puisse espérer, s'est-elle enthousiasmée. J'ai hâte que tu rencontres la famille et les amis de Trevor. Nous organisons une fête de fiançailles le mois prochain. Tu dois absolument venir. Je ne manquerai cela pour rien au monde, ai-je répondu sincèrement. Parfait. Je t'enverrai tous les détails par SMS. Ce sera au Country Club des parents de Trevor.
Très chic, alors porte quelque chose de bien. D'accord, ai-je accepté, faisant déjà mentalement l'inventaire de ma garde-robe limitée et réalisant que je devrais investir dans un nouveau costume. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement demandé des jours de congé, cherché des hôtels à Chicago et commencé à planifier ce voyage de 10 heures. C'était un moment important dans la vie de ma sœur et, malgré nos différences croissantes, je voulais être là pour elle. Les détails promis concernant la fête de fiançailles ont tardé à arriver. J'ai dû envoyer plusieurs SMS à aller au cours des semaines suivantes avant qu'elle ne finisse par m'envoyer un message rapide avec une date, une heure et une adresse. Aucune information sur l'hébergement, le stationnement ou d'autres aspects logistiques. Pourtant, j'étais déterminé à y arriver. J'ai posé 2 jours de congé, réservé un hôtel modeste à environ 20 minutes du lieu de réception et acheté un nouveau costume qui a mis à mal mon budget déjà bien entamé. La semaine précédant la fête, j'ai appelé Ale pour tout confirmer. Oui, c'est toujours bon, a-t-elle dit, l'air distraite. Les parents de Trevor ont invité beaucoup de leurs amis, donc ce sera un événement important. Sois simplement prêt à faire connaissance avec des personnes assez influentes. Je ferai de mon mieux, ai-je promis, essayant d'ignorer la pointe d'appréhension dans son ton. La veille de mon départ, j'ai envoyé un dernier SMS à Ale pour lui indiquer mon heure d'arrivée prévue. Sa réponse a été un simple emoji pouce levé. Ce n'était pas tout à fait l'enthousiasme chaleureux que j'espérais, mais j'ai balayé mes inquiétudes. Peut-être était-elle simplement occupée par les préparatifs. J'ai fait mon sac, fait le plein et me suis préparé pour le voyage vers Chicago, sans me douter que je roulais vers l'une des expériences les plus douloureuses de ma vie. Je suis parti à l'aube le vendredi, espérant éviter le pire de la circulation. Ma voiture économique n'était pas la plus confortable pour de longs trajets, surtout comparée à la Mustang que j'avais sacrifiée pour aider à payer le mariage de Haley, mais elle était fiable. Le début de la matinée d'été était magnifique, un ciel dégagé promettant de la chaleur pour plus tard. J'avais un thermos de café, une liste de lectures soigneusement préparée et une réelle excitation à l'idée de voir ma sœur. Les premières heures de route ont été paisibles. J'ai traversé le Michigan pour entrer dans l'Indiana tandis que le soleil montait, pensant à tout ce que Haley et moi avions traversé ensemble. Malgré l'éloignement de ces dernières années, j'espérais que ce week-end nous aiderait à nous rapprocher. Peut-être que rencontrer la famille de Trevor me permettrait de mieux comprendre le monde dans lequel elle évoluait désormais. Vers le milieu de la journée, les choses ont commencé à mal tourner. Un accident majeur sur l'I 94 a provoqué un retard de 2 heures, la circulation avançant à peine sous un soleil de plomb. La climatisation de ma voiture avait du mal à suivre, et je sentais la sueur tremper mon t-shirt. Pourtant, je suis resté positif. Un peu de trafic n'allait pas gâcher ce week-end. Après avoir enfin dépassé le lieu de l'accident, je me suis arrêté pour déjeuner et refaire le plein. En attendant mon repas dans un restaurant de route, j'ai repéré une petite boutique de cadeaux juste à côté. Sur un coup de tête, j'ai décidé d'acheter quelque chose de spécial pour Haley et Trevor, en plus du cadeau formel que j'avais déjà acheté en ligne, un vase en cristal coûteux figurant sur leur liste de mariage, qui avait encore un peu plus grevé mon budget. La boutique proposait une collection d'objets faits main par des artisans locaux. J'ai trouvé un magnifique cadre photo en bois avec des gravures complexes sur les bords. Cela semblait parfait, quelque chose de significatif, mais pas ostentatoire. La commerçante l'a emballé soigneusement pendant que je payais, mentionnant que l'artisan était un vétéran de 90 ans qui fabriquait ces cadres depuis des décennies. Chacun raconte une histoire, dit-elle chaleureusement. Il n'y en a pas 2 identiques. De retour sur la route, le temps s'est gâté. De sombres nuages se sont accumulés et je me suis vite retrouvé à conduire sous un orage si violent que de nombreuses voitures s'arrêtaient sur le bas-côté pour attendre que cela passe. J'ai continué prudemment, mes essuie-glaces fonctionnant à plein régime. La tempête a ajouté 1 heure de plus à mon trajet. En fin d'après-midi, mon GPS indiquait que j'étais à moins de 30 miles de Chicago lorsque mon voyant de carburant s'est allumé. Je n'avais pas prévu à quel point j'allais consommer de l'essence en restant bloqué dans les embouteillages, et je regardais maintenant nerveusement la jauge descendre vers le vide. La prochaine sortie était encore à 5 miles selon les panneaux. J'ai réduit ma vitesse pour économiser le carburant, comptant anxieusement les kilomètres. Je suis arrivé à la station-service alors que le voyant d'avertissement clignotait de manière menaçante. En faisant le plein, j'ai vérifié mon téléphone et j'ai vu qu'il était déjà 17h30. La fête de fiançailles commençait à 19h et je devais encore m'enregistrer à mon hôtel et me changer.
Il était impossible que j'arrive à l'heure. J'ai appelé Ale pour lui dire que j'avais du retard. L'appel a été redirigé vers sa messagerie vocale. J'ai envoyé un SMS à la place, bloqué par les embouteillages et la météo. Je devrais être là vers 19h30. Garde-moi du champagne. Aucune réponse ne m'est parvenue pendant que je naviguais dans la banlieue de Chicago, suivant mon GPS vers l'hôtel. Quand je suis enfin arrivé à 18h15, épuisé et stressé, la réceptionniste n'a pas pu trouver ma réservation. Je suis désolé, monsieur, mais il semble que votre réservation soit pour demain soir, pas pour ce soir. Je l'ai regardé avec incrédulité, puis j'ai vérifié mon email de confirmation. Elle avait raison. Dans ma hâte, je m'étais trompé de date. L'hôtel était complet pour la nuit en raison d'un congrès en ville qui occupait la plupart des chambres disponibles dans la région. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire, ai-je supplié. Je conduis depuis plus de 10 heures. La réceptionniste a passé quelques appels mais n'a pas pu me trouver de chambre. Vous pourriez essayer des établissements plus éloignés de la ville, a-t-elle suggéré gentiment. Je n'avais pas le temps. Je l'ai remercié et j'ai décidé de me rendre directement au country club des parents de Trevor. Je chercherai un autre hébergement plus tard. Les toilettes du hall de l'hôtel devaient suffire pour enfiler mon costume. 20 minutes plus tard, un peu rafraîchi et convenablement vêtu, j'étais de retour sur la route. Le country club était situé dans une banlieue exclusive au nord de la ville, un quartier aux pelouses tondues de près et aux maisons massives en retrait de rues bordées d'arbres. Le contraste avec mon quartier populaire d'origine ne pouvait pas être plus saisissant. Le country club lui-même était imposant, un vaste bâtiment en pierre au terrain parfaitement aménagé, avec un parking rempli de véhicules de luxe. J'ai garé ma modeste voiture entre une Mercedes et une BMW, me sentant de plus en plus déplacé. Prenant mes cadeaux sur la banquette arrière, j'ai vérifié mon apparence une dernière fois dans le rétroviseur et me suis dirigé vers l'entrée. Il était 19h45 lorsque je me suis approché des portes principales. Aucun hôte d'accueil n'était présent, aucun panneau n'indiquait un événement privé. En fait, le bâtiment semblait étrangement calme pour ce qui aurait dû être une fête de fiançailles animée. Pourtant, j'ai poussé les portes pour entrer dans un hall élégant au sol en marbre et au lustre en cristal. Un membre du personnel s'est immédiatement approché de moi. « Puis-je vous aider, monsieur ?» « Je viens pour la fête de fiançailles de Wilson Parker », ai-je dit en utilisant les noms de famille de Trevor et Ale. L'employé a semblé confus. « Je ne pense pas que nous ayons cet événement de prévu ce soir. » Mon estomac s'est noué. C'était censé commencer à 19h. Trevor Wilson et Ale Parker. Il a vérifié sur une tablette. « Oh, l'événement Wilson Parker a eu lieu hier soir, monsieur. » Hier soir. Ces mots n'avaient aucun sens au début. Il doit y avoir une erreur. J'ai sorti mon téléphone et revérifié le SMS de Ale. Non, elle avait bien spécifié la date d'aujourd'hui. Vous en êtes sûr, ai-je demandé faiblement. Oui, monsieur. C'était un très bel événement. Il s'est terminé vers 23h. Je l'ai remercié machinalement et suis retourné à ma voiture, l'esprit en ébullition. Avais-je mal compris? Y avait-il un autre événement ce soir dans un autre lieu? J'ai essayé d'appeler de nouveau Ale. Toujours pas de réponse. N'ayant pas d'autre option, j'ai entré l'adresse de Ale dans mon GPS. Elle et Trevor avaient acheté une maison en banlieue environ 6 mois plus tôt, une maison, réalisai-je avec un malaise grandissant, dans laquelle je n'avais jamais été invité. 20 minutes plus tard, je me suis arrêté devant une belle maison coloniale de 2 étages au paysage impeccable. De la lumière filtrait à travers plusieurs fenêtres, indiquant que quelqu'un était à la maison. Je suis resté assis dans ma voiture un moment, essayant d'assimiler ce qui se passait, avant de finalement rassembler mes cadeaux et de m'approcher de la porte d'entrée. J'ai sonné et attendu, le cœur battant. After what seemed like an eternity, la porte s'est ouverte pour révéler un homme de grande taille aux cheveux parfaitement coiffés, vêtu d'un pull décontracté mais visiblement coûteux, Trevor. Nous ne nous étions rencontrés qu'une seule fois auparavant, brièvement, lors de la remise des diplômes de Ale. En quelques secondes, son expression neutre est passée de la surprise à une sorte d'agacement. « Braxton, dit-il, sans faire un geste pour m'inviter à entrer. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens pour la fête de fiançailles, ai-je répondu, m'efforçant de garder une voix stable. Je sais que je suis en retard, mais la circulation était terrible. Et puis il y a eu ce malentendu avec l'hôtel.
Les sourcils parfaitement épilés de Trevor se s'étaient froncés. La fête de fiançailles, c'était hier. Avant que je ne puisse répondre, Haley est apparue derrière lui. Elle portait un pantalon de yoga et un débardeur, les cheveux attachés en un chignon désordonné où elle n'était manifestement pas habillée pour recevoir. Ses yeux se sont agrandis en me voyant. « Braxton, qu'est-ce que tu fais là ? » « Je viens pour ta fête de fiançailles, » ai-je répété, serrant toujours les cadeaux emballés. « Celle à laquelle tu m'as invité. » Haley et Trevor ont échangé un regard qui m'a glacé le sang. C'était un regard d'agacement partagé, d'avoir été dérangé, et non le regard que l'on jette à un être cher arrivant à l'improviste. « C'était hier, » dit Haley d'une voix étrangement plate. « Tu n'as pas reçu mon SMS ? » ?»« Quel SMS ? » ?»« Tu m'as dit que c'était aujourd'hui. Vendredi à 19h. » Elle a sorti son téléphone, a fait défiler l'écran brièvement, puis a froncé les sourcils. « Oh, je crois que j'ai oublié d'envoyer la mise à jour. Nous avons dû décaler à jeudi parce que la salle avait un conflit de réservation. » L'excuse sonnait faux, surtout compte tenu du fait que l'employé du country club n'avait manifesté aucune hésitation sur la date et n'avait mentionné aucun changement de dernière minute. « Je peux entrer ?» ai-je demandé, toujours debout maladroitement sur le pas de la porte. Trevor s'est écarté à contre-cœur, et je suis entré dans un hall d'entrée au haut plafond orné d'œuvres d'art coûteuses. La maison sentait les bougies parfumées et un repas en train de cuire ou une soirée normale à la maison, pas le lendemain d'une fête reportée. J'ai conduit pendant 10 heures pour être ici, ai-je dit, les suivant dans un salon spacieux. J'ai posé des jours de congé, réservé un hôtel que je ne peux apparemment même pas utiliser ce soir. C'est vraiment regrettable, a dit Trevor d'un ton peu convaincant. Mais les choses changent vite lorsqu'on planifie des événements de ce genre. Haley a envoyé des mises à jour à tous les autres. Tous les autres. Cette phrase a résonné comme une gifle. Pourquoi ne t'assieds-tu pas une minute, a proposé Haley, désignant un canapé blanc immaculé qui semblait n'avoir jamais servi. Tu veux un verre d'eau ou autre chose ? Je suis resté debout. Alors, comment c'était ? La fête. Oh, c'était merveilleux, s'est réjoui immédiatement Haley. Les parents de Trevor ont invité tous leurs amis du club, et ses collègues de la société d'investissement sont venus. Mon patron était là aussi, ainsi que certaines filles du travail. Pendant qu'elle parlait, j'ai remarqué une collection de photos encadrées sur une table basse qui n'était pas là à mon arrivée. En m'approchant, j'ai vu qu'il s'agissait de photos de la fête de fiançailles. Des photographies prises par un professionnel dans des cadres élégants. Trevor en costume sur mesure. Haley dans une superbe robe bleue. Tous deux entourés d'invités bien habillés levant des flûtes de champagne. J'ai pris l'un des cadres. L'horodatage dans le coin indiquait clairement la date de la veille. Ce n'était pas un changement de dernière minute. C'était planifié. Ça avait l'air d'être un bel événement, ai-je dit doucement. Beaucoup de monde. Environ 70 personnes, a répondu nonchalamment Trevor. Seulement les personnes essentielles. Les personnes essentielles. Une autre phrase qui m'a profondément blessé. Je ne comprends pas, ai-je dit en regardant directement Haley. Pourquoi ne m'a-t-on pas prévenu de ce changement ? Pourquoi n'ai-je pas été invité à la fête ? Haley s'est agitée, mal à l'aise. C'était vraiment plus pour les relations professionnelles de Trevor et nos collègues de travail. Tu sais, du réseautage. Tu n'aurais connu personne là-bas. Je t'aurais connu, toi. Oui, mais... Sa voix s'est éteinte et elle a regardé Trevor pour obtenir de l'aide. Il est intervenu avec assurance. C'était un public très spécifique, Braxton. Des cadres de haut niveau, des clients potentiels pour mon cabinet, le genre de personnes qui peuvent t'aider à faire avancer une carrière. Et je ne suis pas ce genre de personne, ai-je constaté platement. Eh bien, soyons honnêtes, a poursuivi Trevor d'un ton condescendant. Tu travailles dans une usine de pièces automobiles. Ces invités étaient des associés de cabinets d'avocats internationaux, des gestionnaires de fonds spéculatifs, des gens qui ont des résidences secondaires à Aspen. La conversation n'aurait pas été particulièrement stimulante pour toi. J'ai regardé Haley, attendant qu'elle prenne ma défense, qu'elle s'oppose aux propos de Trevor. Elle n'a rien dit, se contentant d'observer sa manucure avec un intérêt soudain. Donc, la fête était pour la famille et les gens importants, ai-je dit lentement. Et je ne suis ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas ce que nous voulions dire, a enfin articulé Haley.
C'est juste que tu habites si loin et que tu es très occupé par ton travail. Nous ne pensions pas que tu ferais un si long voyage juste pour un cocktail. Pourtant, me voilà. Ayant fait précisément ce trajet. Ce que nous apprécions, est intervenu Trevor. Mais vraiment, ce n'était pas nécessaire. Le mariage est l'événement important, et bien sûr, tu seras là pour cela. J'ai jeté un nouveau coup d'œil aux photos. Sur l'une d'elles, je voyais clairement les amis d'université de Haley, celle-là même que j'avais aidé à emménager dans leur dortoir et à qui j'avais offert à dîner quand l'argent manquait pour elle. Sur une autre, un couple plus âgé que j'ai reconnu comme étant les parrains de Haley souriait avec une coupe de champagne. Tu m'as dit que c'était uniquement la famille, ai-je dit calmement. La famille et les relations proches, a corrigé Trevor. Ses parrains étaient là. Ta colocataire d'université était là, ai-je dit en désignant différents visages sur les photos. Ta prof de yoga était là. Haley a au moins eu la décence de paraître embarrassée. C'est compliqué, Braxton. Il y avait des attentes de la part de la famille de Trevor quant aux personnes à inviter. Et je n'ai pas été retenu. Ce n'est pas ça, a-t-elle protesté faiblement. Alors c'est quoi? Parce que d'ici, on dirait que tu m'as délibérément exclu de ta fête de fiançailles après que je t'ai donné 25 000 $ pour ton mariage. Les sourcils de Trevor se sont relevés brusquement. 25 000? Haley a dit que tu avais contribué à hauteur de 5 000. J'ai ri amèrement. Évidemment. Haley a rougi. Je ne voulais pas que tu te sentes obligé de donner autant. Ce n'est pas comme si tu étais riche. Non, je ne le suis pas. J'ai vendu ma voiture pour aider à payer ton mariage. La voiture que je restaurais depuis 3 ans. Un silence de mort s'est installé dans la pièce. Trevor a regardé Haley avec une pointe de déception. Haley fixait le sol. Écoute, a fini par dire Trevor. Il y a visiblement eu un problème de communication. Mais ce qui est fait est fait. La fête a eu lieu. Tu l'as manqué, c'est regrettable. Mais insister là-dessus ne changera rien. Son ton dédaigneux a été la goutte d'eau de trop. 10 heures de route, des milliers de dollars dépensés, des années à soutenir Haley émotionnellement et financièrement, le tout réduit à un problème de communication regrettable. Tu as raison, ai-je dit en reposant le cadre photo sur la table. Ce qui est fait est fait. J'ai tendu les cadeaux emballés à Haley. Félicitations pour vos fiançailles. J'espère que le mariage sera tout ce dont vous avez rêvé. Tu pars, a demandé Haley, soudainement inquiète. Mais tu viens d'arriver. Où vas-tu loger? Je vais me débrouiller. Je m'en sors toujours. Je me suis tourné vers la porte, puis je me suis arrêté. Au fait, comment se passe la vie dans la maison? Tout fonctionne bien pour vous deux. La question a semblé les déconcerter. C'est parfait, a répondu prudemment Haley. Pourquoi demandes-tu? J'ai esquissé un mince sourire. Simple curiosité. Je m'en vais. En retournant à ma voiture, j'ai senti un calme étrange m'envahir. La blessure était toujours là, brûlante sous la surface, mais autre chose émergeait, de la clarté. Pendant des années, j'avais fait passer les besoins de Haley avant les miens, pensant que c'était ce que la famille faisait les uns pour les autres. Ce soir m'avait montré la dure réalité, ce dévouement n'était pas réciproque. J'ai démarré le moteur et me suis éloigné de cette maison parfaite, avec sa pelouse impeccable et la relation imparfaite qu'elle abritait. Il était temps de reprendre une partie de ce que j'avais donné si généreusement. Je n'ai pas repris la route du Michigan cette nuit-là. Au lieu de cela, j'ai trouvé un motel modeste près de l'autoroute, j'ai payé une chambre avec ma carte de crédit presque au plafond et je me suis effondré sur le lit, tout habillé. Les événements de la journée tourbillonnaient dans mon esprit, m'empêchant de dormir malgré ma fatigue. Vers 3 heures du matin, j'ai finalement accepté que le sommeil ne viendrait pas et j'ai ouvert mon ordinateur portable. La douce lueur illuminait la chambre spartiate tandis que je me connectais à mon application bancaire pour contempler le solde de mon compte d'épargne, 1812 $. Une somme dérisoire quand on pense que j'avais près de 30 000 $ quelques semaines plus tôt. Ce que Haley et Trevor ne savaient pas, ce que je n'avais pas mentionné lors de notre confrontation, c'était que la maison dans laquelle ils vivaient m'appartenait. Nos parents l'avaient achetée comme investissement il y a des années, et lors de leur divorce, aucun des deux n'avait voulu s'encombrer de sa gestion. Ils me l'avaient cédée pour mes 25 ans, pensant probablement que je la vendrais pour financer mes études. Au lieu de cela,
je l'avais gardé comme investissement locatif, utilisant les revenus pour compléter mon salaire de l'usine. Lorsqu'Alec et Trevor avaient cherché à s'installer à Chicago, je leur avais proposé de leur louer la maison à un prix très inférieur au marché, juste de quoi couvrir les taxes foncières et l'entretien de base. C'était mon cadeau de mariage pour eux, bien que je ne l'ai pas formulé ainsi. Je ne voulais pas que Alec se sente redevable. En regardant mon compte bancaire vidé, je me suis demandé si cette générosité n'avait pas été une erreur. Est-ce que, comme tant d'autres gestes, cela n'avait pas simplement renforcé l'idée chez Alec que mes ressources étaient à sa disposition? J'ai ouvert un autre onglet et j'ai affiché le contrat de l'accord de location. Il était informel, trop informel, réalisez-je maintenant. La durée du bail était indéterminée, le loyer bien en dessous du prix du marché et les abonnements aux services publics étaient toujours à mon nom. Je payais directement l'eau, l'électricité, le gaz et même Internet, considérant cela comme faisant partie de mon cadeau. Un cadeau destiné à quelqu'un qui n'avait pas pris la peine de m'inviter à sa fête de fiançailles. Quelqu'un qui avait menti sur ma contribution financière à son mariage. Quelqu'un qui, semblait-il, avait honte de ma présence dans son nouveau cercle social privilégié. À l'aube, ma décision était prise. J'ai passé la matinée au téléphone à passer des appels et à envoyer des emails. D'abord à mon avocat pour m'informer de la procédure légale permettant de résilier un bail mensuel dans l'Illinois, puis aux compagnies d'électricité, d'eau, de gaz et d'Internet pour leur demander de maintenir le service actif mais de transférer la facturation au nom des occupants. Avec effet immédiat. Ensuite, j'ai contacté une agente immobilière à Chicago spécialisée dans les biens locatifs. Le marché était très porteur, m'a-t-elle appris avec enthousiasme. Si je décidais de louer la maison au prix du marché, je pourrais facilement obtenir 3 fois ce que Alec et Trevor payaient actuellement. Si je voulais vendre, elle avait déjà plusieurs acheteurs potentiels intéressés par ce quartier. Laissez-moi y réfléchir, lui ai-je dit. Je vous recontacterai d'ici une semaine. Mon dernier appel a été pour un serrurier. J'ai expliqué que je possédais un bien locatif et que je devais m'assurer d'y avoir accès en cas d'urgence, affirmant que les clés actuelles n'avaient jamais été restituées par un ancien gestionnaire. Pouvait-on installer de nouvelles serrures? C'était possible moyennant des frais, à condition que je fournisse une preuve de propriété, ce que j'avais. À l'heure de rendre la chambre, j'avais enclenché une série de changements qui allaient modifier à jamais ma relation avec Alec. Je ne faisais pas cela par pure vengeance, même si la douleur était encore vive. C'était une question de préservation de soi, d'établissement de limites qui auraient dû exister depuis longtemps. Le trajet de retour vers le Michigan a été plus silencieux que l'aller. Pas d'attente enthousiaste, pas de playlist soigneusement choisie, juste le ronronnement des pneus sur l'asphalte et les instructions ponctuelles de mon GPS. Je ne me suis arrêté qu'une fois pour manger et faire le plein, conduisant d'une seule traite pour arriver chez moi tard le samedi soir. J'ai passé le dimanche à rattraper mon retard de lessive, à préparer ma semaine de travail et à ignorer les 3 SMS de Alec me demandant si j'étais bien rentré. Laisse-la s'inquiéter pour une fois, ai-je pensé, même si une partie de moi se sentait coupable de la mesquinerie de cette décision. Le lundi matin, je me suis arrêté au cabinet de mon avocat avant de me rendre à l'usine. Il a examiné ma situation et a confirmé les étapes suivantes, une notification écrite officielle à Alec et Trevor pour les informer que leur loyer serait augmenté au prix du marché sous 30 jours, comme le permettaient les termes de notre accord. S'ils décidaient de ne pas accepter les nouvelles conditions, ils auraient 30 jours pour libérer les lieux. « Es-tu sûr de vouloir faire ça ?» m'a-t-il demandé après avoir préparé le document. Les conflits familiaux peuvent devenir complexes. J'en suis sûr, ai-je répondu en signant. Certains conflits sont nécessaires. Je lui ai demandé d'envoyer la notification directement à la maison en recommandé avec accusé de réception. Un document officiel impossible à ignorer. Je suis ensuite allé travailler, me concentrant sur mes tâches plutôt que sur la tempête que je venais de déclencher. Ce soir-là, je me suis connecté à mes comptes de services publics et j'ai constaté que les demandes de transfert avaient été traitées. L'eau, l'électricité, le gaz, Internet, tout était désormais au nom de Alec et Trevor. Ils devaient enregistrer leurs propres moyens de paiement sous 7 jours pour éviter toute interruption de service. Le système avait automatiquement généré des emails de notification à l'adresse que j'avais pour eux, une boîte mail que Alec consultait rarement. Les jours suivants, j'ai repris le cours normal de ma vie, travail, cours au collège communautaire, et un dîner tranquille avec une collègue qui me manifestait discrètement son intérêt depuis des mois. Je n'ai parlé de la situation avec Alec à personne. C'était trop douloureux,
trop personnel pour être partagé. Le jeudi soir, exactement une semaine après la fête de fiançailles que j'avais manquée, mon téléphone a sonné avec le numéro de Haley. Je l'ai laissé tomber sur ma messagerie vocale. Il a sonné de nouveau immédiatement, puis encore une fois. Au 4e appel, j'ai fini par décrocher. La maison n'a plus d'électricité, a dit Haley sans préambule, la voix tendue par la panique. Plus d'eau non plus. Même le Wi-Fi a coupé. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as envoyé l'argent pour les factures? J'ai pris une profonde inspiration, me blindant contre l'envie habituelle de me précipiter pour tout régler à sa place. J'ai transféré les abonnements à vos noms, ai-je dit calmement. Vous auriez dû recevoir des emails de notification. Quoi? Pourquoi as-tu fait ça sans me le dire? Je vous l'ai dit par les voies officielles, tout comme tu m'as prévenu pour la fête de fiançailles. Silence au bout du fil. Puis, c'est parce que tu es en colère pour la fête? C'est tellement puéril, Braxton. Ce n'est pas une question de fête, ai-je répondu, même si nous savions tous deux que ce n'était pas tout à fait vrai. C'est une question d'établir des limites saines. Trevor et toi êtes des adultes avec de bons emplois. Il n'y a aucune raison pour que je paie vos factures. Mais nous ne sommes pas préparés à ça. Trevor est entre deux salaires, et je viens de verser un acompte à l'organisatrice du mariage. Nous n'avons pas d'argent de côté pour l'instant. Cela ressemble à un problème de budget, pas à un problème qui me concerne. Braxton, s'il te plaît. Sa voix s'est adoucie, prenant ce ton suppliant qui avait si bien fonctionné par le passé. Paie juste les factures ce mois-ci. Je te promets que nous trouverons une solution pour le mois prochain. Non. Cette réponse ferme nous a surpris tous les deux. Comment ça, non? Je veux dire non. Je ne paie plus vos factures. Et je ne subventionne plus votre loyer non plus. Vous allez bientôt recevoir une notification officielle, mais le loyer passe au prix du marché le mois prochain. J'ai entendu son souffle se couper. Tu ne peux pas faire ça. Nous avions un accord. Oui, un accord de bail de location mensuel que l'une ou l'autre partie peut modifier avec un préavis approprié. C'est ce que je fais. Mais nous n'avons pas les moyens de payer un loyer au prix du marché dans ce quartier. C'est pour ça que nous avons pris cette maison. Alors vous devrez trouver un endroit plus abordable. C'est insensé, a-t-elle bafouillé. Tu me punis pour une bête faite. Je corrige un déséquilibre qui existe depuis bien trop longtemps, l'ai-je corrigé. Vous vivez dans une maison qui m'appartient, en payant une fraction de sa valeur parce que je voulais vous aider, mais cette aide n'a été ni appréciée ni reconnue. Elle était attendue, considérée comme un dû. Ce n'est pas vrai, a-t-elle protesté. J'apprécie tout ce que tu as fait. Vraiment? Parce que d'ici, on dirait que tu as honte de moi. Comme si j'étais assez bien pour financer ton train de vie, mais pas assez bien pour être à tes côtés lorsque tu célèbres les grands moments de ta vie. Ce n'était pas comme ça, a-t-elle insisté, mais sa voix manquait de conviction. C'était exactement comme ça. Uniquement la famille, tu te souviens? Sauf que ta définition de la famille semble inclure tout le monde sauf ton frère. Tu déformes mes paroles. Je les cite textuellement. J'ai pris une autre inspiration. Écoute, Haley. Je n'essaie pas de gâcher ta vie. Je ne suis simplement plus prêt à sacrifier la mienne pour élever la tienne. Les services publics seront rétablis dès que vous aurez configuré vos moyens de paiement. L'augmentation du loyer aura bien lieu, mais vous avez le temps de prendre d'autres dispositions si nécessaire. Nous ne pouvons pas trouver un nouveau logement en 30 jours. Le marché de l'immobilier est fou en ce moment. Alors payez le loyer du marché. Ce sera toujours moins cher que ce que vous paieriez pour un bien comparable. Il y a eu un lourd silence. Puis j'ai entendu des voix étouffées. Haley couvrait le combiné, parlant probablement à Trevor. Quand elle a repris la parole, son ton avait changé. Trevor veut te parler. Avant que je ne puisse m'y opposer, sa voix est parvenue par le haut-parleur, sèche et professionnelle. Braxton, c'est totalement inacceptable. Nous avions un arrangement. Un arrangement dont vous avez largement profité tout en me traitant comme un intrus indésirable. C'est une énorme exagération. Une invitation manquée ne justifie pas ce genre de représailles. J'ai ri sans joie. Ce n'était pas juste une invitation manquée. C'était une exclusion délibérée suivie de mensonges sur ma contribution financière à votre mariage.
Mais honnêtement, ce ne sont que les dernières gouttes d'eau. Cela s'accumulait depuis des années. Nous pouvons intenter une action en justice, tu sais. Cela pourrait être considéré comme une expulsion abusive. J'ai déjà consulté mon avocat. Tout ce que je fais est parfaitement conforme à mes droits légaux en tant que propriétaire, mais libre à vous d'engager des poursuites si vous estimez que c'est justifié. Sachez simplement que des procédures pourraient mettre en lumière d'autres détails, comme le fait que vous déduisez de vos impôts des intérêts hypothécaires pour une propriété qui ne vous appartient pas. C'était un coup de bluff de ma part, fondé sur l'habitude qu'avait Trevor d'optimiser ses avantages financiers, mais le silence qui a suivi m'a indiqué que j'avais vu juste. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois vous laisser. J'embauche tôt demain. Ce n'est pas fini, a prévenu Trevor. Tu as raison, ai-je approuvé. Ça ne fait que commencer. J'ai raccroché et mis mon téléphone en mode ne pas déranger. Je suis resté assis dans le calme de mon appartement, ne ressentant ni triomphe ni regret, juste la certitude étrange et un peu vide d'avoir enfin fait ce qui était nécessaire. La semaine suivante, mon téléphone a été inondé d'appels et de SMS de Haley. Je les ai tous lus, mais je n'ai répondu à aucun. Les messages sont passés des accusations de colère, je n'arrive pas à croire que tu fasses ça à ta propre sœur, aux négociations, et si on augmentait le loyer de seulement 20%, puis à la manipulation émotionnelle, maman serait tellement déçue de la façon dont tu me traites. Ce dernier message m'a fait mal, mais pas assez pour me faire revenir sur ma décision. Mon avocat m'a confirmé que la notification formelle avait été livrée et signée. Les abonnements avaient été transférés avec succès, bien que les fournisseurs signalent qu'aucun moyen de paiement n'avait encore été enregistré. Les services allaient de nouveau être coupés si la situation n'était pas réglée rapidement. 9 jours après notre confrontation téléphonique, Haley m'a appelé depuis un numéro que je ne connaissais pas. Pris au dépourvu, j'ai décroché. « S'il te plaît, ne raccroche pas », a-t-elle dit rapidement. « J'appelle du bureau parce que je sais que tu ignores mon numéro habituel. » Je ne t'ignore pas. Je te laisse l'espace nécessaire pour t'adapter au changement. Elle a ri amèrement. S'adapter au changement, Braxton? Nous vivons dans une maison sombre, sans eau courante. Trevor doit se doucher à sa salle de sport avant le travail. Je remplis des bouteilles d'eau au bureau pour pouvoir tirer la chasse d'eau. C'est humiliant. Je suis désolé que vous viviez cela, ai-je dit, le pensant sincèrement malgré tout. Mais la solution est simple, enregistrez vos coordonnées bancaires auprès des fournisseurs. Nous n'avons pas l'argent en ce moment. C'est ce que j'ai essayé de t'expliquer. La prime de Trevor a été retardée et nous avons déjà engagé tellement de dépenses pour le mariage. Cela ressemble à un problème de gestion budgétaire, pas à un problème qui me concerne. Cancelez certaines de ces dépenses. Réduisez vos plans. Nous ne pouvons pas faire ça. Les invitations sont déjà parties. Les acomptes sont payés. Sa voix a légèrement tremblé. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Est-ce que 25 000 $ valent vraiment la peine de détruire notre relation? Notre relation était abîmée bien avant que l'argent n'entre en jeu. L'argent a simplement rendu les dégâts visibles. De quoi parles-tu? J'ai soupiré, me demandant comment elle pouvait être aussi aveugle. Haley, à quand remonte la dernière fois où tu m'as appelé juste pour savoir comment j'allais? Pas pour demander de l'argent ou de l'aide, juste pour prendre des nouvelles. Silence. À quand remonte ta dernière visite dans le Michigan? Je suis venu à Chicago plusieurs fois, mais tu n'as pas fait le trajet une seule fois depuis que tu as déménagé. Encore le silence. Quand Trevor a eu sa promotion l'année dernière, as-tu seulement pensé à m'en parler? Je l'ai appris par une publication Facebook 3 semaines plus tard. J'ai été occupé, dit-elle sur la défensive. Bâtir une carrière, planifier un mariage, les responsabilités d'adulte. Et moi, je n'ai pas eu de responsabilité d'adulte, ai-je demandé, incrédule. Je travaille depuis que j'ai 16 ans. J'ai mis mes études de côté pour t'aider. J'ai géré un bien locatif, placé mes économies, tout en travaillant à plein temps et en prenant des cours du soir. C'est différent. En quoi est-ce différent? Ça l'est, c'est tout. Ta vie est plus simple. La condescendance dans son ton a tout confirmé. Ma vie n'est pas plus simple, Haley. Elle est juste moins importante à tes yeux que la tienne. Elle n'a pas nié, ce qui fut peut-être la partie la plus honnête de notre conversation. Donc, c'est tout, a-t-elle finalement demandé.
Tu me coupes complètement les vivres? Non, j'établis des limites. Je te demande de me traiter avec le même respect que tu accorderais à n'importe quel propriétaire ou fournisseur de services. Payez vos factures, payez le loyer normal de la maison, et nous pourrons commencer à reconstruire notre relation sur des bases plus équitables. Et si nous ne pouvons pas payer ce loyer au prix du marché? Alors vous trouvez un autre logement, comme le ferait n'importe quel adulte. Il y a eu une longue pause avant qu'elle ne reprenne la parole. Le mariage est dans 4 mois. Tu viens toujours, n'est-ce pas? Tu m'accompagnes toujours à l'hôtel? La question était tellement déconnectée de notre réalité que j'ai failli rire. Réglons d'abord les problèmes immédiats. Rétablissez l'électricité et l'eau. Décidez si vous restez dans la maison. Ensuite, nous parlerons du mariage. J'ai déjà dit à tout le monde que c'était toi qui me confiais à mon mari. Papa n'est pas là, et tu es le choix évident. J'étais aussi le choix évident pour la fête de fiançailles. Pourtant, nous en sommes là. Tu ne vas jamais passer l'éponge, n'est-ce pas, a-t-elle lâché. Ce n'est pas une question de passer l'éponge. C'est une question de reconnaître ce que cela représentait. Un autre long silence, puis d'une voix plus petite, et si nous ne parvenons pas à réparer cela? Cela dépend de toi, Allais. J'ai essayé de maintenir notre relation pendant des années avec très peu de réciprocité. C'est maintenant à ton tour d'essayer. En te payant un loyer, a-t-elle demandé, incrédule. En me traitant comme une personne dont les sentiments et les contributions comptent. Le loyer n'est qu'une expression concrète de ce respect. J'entendais quelqu'un l'appeler en arrière-plan. Je dois y aller, a-t-elle dit. Mon patron a besoin de moi. Ce n'est pas juste, Braxton. Rien de tout cela. Peut-être pas, ai-je admis, mais c'est nécessaire. Après avoir raccroché, je suis resté assis à mon bureau pendant un long moment, fixant la photo encadrée de Allais et moi lors de sa remise de diplôme. Nous sourions tous les deux, son bras autour de ma taille, le mien sur ses épaules. Nous avions l'air d'une équipe. Quand cela avait-il changé? Cela avait-il été progressif, ou y avait-il eu un moment précis où elle avait décidé que je n'avais plus ma place dans sa vision de l'avenir? Le lendemain, ma banque m'a informé d'un dépôt important sur mon compte, 25 000 $ de la part de Allais Parker, avec pour simple libellé, restitution des fonds du mariage. Ce n'était pas ce que j'avais demandé, mais c'était un geste, la reconnaissance, même réticente, que les choses devaient changer. J'ai transféré cet argent sur mon compte d'épargne, sentant un poids immense s'envoler de mes épaules. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi toute la nuit sans être réveillé par des pensées anxieuses. 2 jours plus tard, j'ai reçu un email de Trevor, froid et formel, m'informant qu'ils avaient trouvé un autre logement et qu'ils libéreraient ma propriété dans le délai de 30 jours imparti par le préavis. Aucune mention de leur destination ni de la manière dont ils avaient résolu leurs difficultés financières, juste une notification très administrative de leur intention de se conformer à la résiliation du bail. J'ai transféré l'email à mon avocat et à l'agente immobilière. La propriété devrait être inspectée après leur départ, et quelques travaux seraient peut-être nécessaires avant de pouvoir la relouer au prix du marché. L'agente était confiante sur le fait de trouver de nouveaux locataires en quelques semaines. Ce revenu locatif me permettrait de réduire mes heures à l'usine, de suivre plus de cours et d'obtenir enfin mon diplôme d'ingénieur. C'était la fin de quelque chose, mais aussi un commencement, la réappropriation de mes propres priorités de vie après des années passées à les reléguer au second plan pour les besoins de Allais. Je ne savais pas si notre relation pourrait être sauvée, mais j'étais certain que continuer ainsi n'aurait mené qu'à davantage de ressentiment et de douleur. La dernière communication est arrivée 3 semaines plus tard. Un SMS de Allais, nous avons déménagé. Les clés sont chez le voisin au 310 Maple. Fais ce que tu veux des meubles, la plupart étaient à toi de toute façon. Aucune mention du mariage. Aucune invitation à visiter leur nouveau logement. Aucune reconnaissance du séisme survenu dans notre relation. Juste des informations pratiques froidement transmises. J'ai répondu par un simple « merci » et en suis resté là. La balle était désormais dans son camp. 3 mois se sont écoulés sans aucune communication de la part de Allais. La maison a été inspectée, nettoyée et louée à un jeune couple de professionnels au plein tarif du marché. Ma situation financière s'est considérablement améliorée, ce qui m'a permis de passer à temps partiel à l'usine et d'augmenter mon nombre de cours au collège communautaire. J'étais en bonne voie pour intégrer une université d'État à l'automne suivant, un objectif que j'avais repoussé pendant plus d'une décennie.
Puis, par un mardi après-midi pluvieux, j'ai reçu une lettre par la poste. Pas un email, pas un SMS, mais une véritable lettre manuscrite sur du papier à lettres de qualité. L'écriture de Haley, familière mais étrange après tous ces mois de communication numérique. Je me suis assis dans ma voiture sur le parking de l'appartement, la pluie crépitant sur le toit, et j'ai lu ces mots, « Cher Braxton, j'ai commencé cette lettre une douzaine de fois ces dernières semaines, sans jamais trouver les mots justes. Peut-être qu'il n'y a pas de mots justes pour dire à quel point je t'ai déçu en tant que sœur. Il m'a fallu perdre notre maison, te rendre l'argent du mariage et faire face à la réalité de notre relation brisée pour enfin comprendre ce que j'avais fait. Pas seulement avec la fête de fiançailles, mais pendant toutes les années qui ont précédé. J'ai considéré ton amour et ton soutien comme des acquis. Pire, j'ai commencé à y voir une obligation plutôt que le cadeau généreux qu'ils étaient. Trevor et moi ne sommes plus ensemble. Le stress de notre déménagement soudain et le réajustement financier ont réveillé des failles dans notre couple qui n'ont pas pu être réparées. Mais si je suis honnête, ces failles étaient là bien avant. Ses valeurs et ses priorités m'ont influencé d'une manière dont je ne suis pas fier. J'ai commencé à mesurer la valeur des gens à leur revenu et à leur statut plutôt qu'à leur caractère et à leur loyauté. Je me suis permis de devenir quelqu'un capable d'exclure son propre frère d'une célébration importante sous prétexte qu'il ne correspondait pas à une certaine image. Je ne rejette pas toute la faute sur Trevor. Ce sont mes choix, mes manquements. Je t'écris pour en assumer la responsabilité et pour te demander, non pas encore ton pardon, mais une chance de commencer à me racheter. J'ai trouvé un modeste appartement et un nouvel emploi dans une entreprise plus petite qui correspond mieux à mes objectifs de carrière initiaux. Je renoue avec d'anciens amis qui me connaissaient avant que je ne me focalise sur l'ascension sociale. Si tu es d'accord, j'aimerais que l'on se voie pour un café, juste pour discuter. Sans attente, sans demande, juste deux adultes qui partagent une histoire commune et peut-être, si j'ai beaucoup de chance, un avenir également. Avec tout mon amour et mes sincères regrets, Haley. J'ai lu la lettre 3 fois avant de la plier soigneusement et de la ranger dans ma boîte à gants. Mes émotions étaient trop mêlées pour formuler une réponse immédiate. Une partie de moi voulait courir vers elle pour lui offrir ce pardon inconditionnel qui avait été mon habitude pendant si longtemps. Une autre partie restait prudente, craignant de retomber dans des dynamiques malsaines. Après 2 jours de réflexion, j'ai envoyé un SMS à Haley, d'accord pour le café. Samedi à 10h, à l'endroit habituel sur Main Street. Ce samedi matin-là était lumineux et frais, l'automne s'affirmant dans les feuilles rouges et dorées qui dérivaient le long du trottoir. Je suis arrivé au café en avance, choisissant une table près de la fenêtre où la lumière du soleil dessinait des zones de chaleur sur la surface en bois usé. Haley est arrivée précisément à 10h, paraissant à la fois familière et changée. Ses vêtements de marque et son maquillage parfait avaient été remplacés par un jean, un pull simple et un visage plus naturel. Mais le changement le plus notable résidait dans son regard. Cette fierté légèrement défensive avait disparu, remplacée par quelque chose de plus vulnérable et authentique. Nous avons commandé nos cafés et sommes restés assis dans un silence un peu gauche un instant avant de parler en même temps, puis de rire nerveusement. « Vas-y en premier », ai-je proposé. « Je voulais juste te dire merci de me rencontrer », a-t-elle commencé. « Je sais que tu avais toutes les raisons d'ignorer ma lettre. »« J'y ai pensé », ai-je admis. « Mais nous sommes de la même famille. Cela signifie encore quelque chose pour moi. » Elle a légèrement tressailli à cette critique implicite mais a acquiescé. Je l'ai mérité. J'ai perdu de vue ce que signifie réellement la famille. Qu'est-ce qui s'est passé avec Trevor, ai-je demandé, curieux mais m'efforçant de ne pas paraître accusateur. Haley a soupiré. Après avoir quitté ta maison, nous avons trouvé un appartement de luxe que nous pouvions à peine nous offrir. Trevor insistait pour que nous maintenions les apparences, même si nous avions du mal à payer le loyer. La fête de fiançailles nous avait introduits dans un cercle social où les week-ends à Martha's Vineyard et les notes de restaurant de $500 étaient la norme. J'essayais de suivre le rythme tout en planifiant un mariage dont l'ampleur et le coût ne cessaient d'augmenter. Elle s'est interrompue pour boire une gorgée de café. Environ un mois après notre déménagement, les parents de Trevor nous ont invités à dîner. Ils ont posé des questions sur notre nouveau logement et Trevor a menti. Il a dit que nous avions déménagé dans un meilleur quartier. Sa mère a mentionné qu'elle viendrait nous voir, et j'ai vu la panique dans ses yeux. Il avait honte, ai-je deviné. Oui, tout comme il avait honte de toi. Et tout comme je me suis permis d'avoir honte de mes propres origines. Elle a plongé son regard dans le mien. Ce soir-là,
j'ai réalisé que j'étais en train de devenir quelqu'un que je ne reconnaissais pas et que je n'appréciais pas particulièrement, quelqu'un qui accordait plus de valeur aux apparences qu'à l'essentiel. Alors tu as rompu. Pas immédiatement. J'ai essayé de parler à Trevor de réduire les dépenses, d'être plus authentique. Et m'a accusé de ne pas être engagé dans notre avenir, affirmant que les épouses de ses collègues ne suggéreraient jamais de vivre en dessous de leurs moyens. Elle a ri sans joie. En dessous de nos moyens. Nous vivions déjà bien au-dessus de nos moyens. Le point de rupture est survenu lorsque j'ai suggéré de reporter le mariage jusqu'à ce que nous soyons plus stables financièrement. Trevor a dit qu'il l'avait déjà annoncé à trop de personnes importantes, et que l'annulation nuirait à sa réputation professionnelle. C'est là que j'ai compris que je n'étais qu'un accessoire pour sa carrière, le profil d'épouse idéal pour compléter son image de cadre. J'ai hoché la tête, comprenant parfaitement comment les gens pouvaient être appréciés pour ce qu'ils représentaient plutôt que pour ce qu'ils étaient. Donc tu as rompu les fiançailles. Oui. J'ai rendu la bague et j'ai déménagé le week-end même. C'était à la fois la décision la plus difficile et la plus simple que j'ai jamais prise. Elle a fait tourner machinalement son doigt dépourvu d'alliance. Mon nouvel appartement est minuscule, mon nouveau travail paie moins. Mais pour la première fois depuis des années, je me sens moi-même. Je suis désolé que ça n'ait pas fonctionné, ai-je dit, le pensant sincèrement malgré tout. Je sais que tu tenais à lui. Je tenais à l'idée de lui, au style de vie qu'il représentait. Elle a tendu la main vers moi, hésitant juste avant de toucher la mienne. Ce que je regrette le plus, c'est la façon dont je t'ai traité. Tu as toujours été là pour moi, à me soutenir, et je t'ai remercié en t'écartant dès que cela m'arrangeait. Ça m'a fait mal, ai-je reconnu. Pas seulement la fête, mais toutes ces années passées à sentir que notre relation était devenue transactionnelle, comme si j'avais de la valeur pour ce que je pouvais t'apporter, et non pour qui j'étais. Je sais, et il n'y a aucune excuse pour cela. Elle a finalement franchi l'espace restant, posant légèrement ses doigts sur mon poignet. Je ne te demande pas de revenir à ce que nous étions. Cette relation n'était saine pour aucun de nous. Mais j'aimerais que nous construisions quelque chose de nouveau, de respectueux et de plus équilibré. J'ai observé son visage, y cherchant les traces de cette manipulation à laquelle elle m'avait habitué. Je n'y ai vu que de sincères regrets et un espoir prudent. J'aimerais cela aussi, ai-je fini par dire. Mais cela prendra du temps. La confiance ne se reconstruit pas en un jour. Je le sais. Elle a retiré sa main. Je suis prête à y consacrer le temps qu'il faudra. Sans attente, sans exigence. Nous avons passé les 2 heures suivantes à discuter, à vraiment parler, comme nous ne l'avions pas fait depuis des années. Elle s'est intéressée à mes cours, à mes objectifs, à mes amis. Elle a écouté attentivement, posant des questions qui montraient un intérêt sincère. Je lui ai fait part de mon projet d'intégrer l'université, de mon espoir de travailler un jour dans la conception de systèmes de sécurité automobile. À son tour, elle m'a parlé de son nouvel emploi dans une petite agence de marketing, de son modeste appartement qu'elle meublait petit à petit dans des brocantes, et des cours de cuisine qu'elle avait commencé à suivre. Il y avait en elle une légèreté que je ne lui avais pas connue depuis l'époque précédant ses études, une authenticité enfouie sous des années d'ambition et de paraître. Au moment de partir, elle a hésité. Il y a autre chose que je voulais te demander. De quoi s'agit-il? Je cherche un endroit où faire du bénévolat, pour donner un peu de mon temps. Je me souviens que tu accompagnais des jeunes au Boys and Girls Club. Est-ce qu'ils ont encore besoin d'aide? La question m'a surpris. C'était tellement éloigné de ce qu'elle aurait demandé 1 an plus tôt. Ils ont toujours besoin de bénévoles. Je pourrais te présenter à la coordinatrice si tu es sérieuse. Je le suis vraiment, a-t-elle souri timidement. Peut-être que nous pourrions même faire du bénévolat ensemble parfois, si ça ne te paraît pas trop étrange. J'aimerais beaucoup, ai-je répondu en lui souriant à mon tour. Nous nous sommes séparés sur une brève étreinte, un peu timide, en nous promettant de nous revoir le week-end suivant. En la regardant marcher vers sa voiture, non pas le véhicule de luxe que Trevor avait exigé qu'elle loue, mais une berline d'occasion tout à fait raisonnable, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas encore le pardon absolu, mais une ouverture vers cette possibilité. Dans les mois qui ont suivi, Ale et moi avons reconstruit notre relation, une étape prudente après l'autre. Nous faisions du bénévolat ensemble au Boys and Girls Club, nous dînions un dimanche sur 2, et nous sommes même allés voir un match de basket du collège communautaire où elle a encouragé bruyamment l'un de mes camarades de classe qui jouait.
Elle ne m'a jamais demandé d'argent, n'a jamais formulé d'exigences déraisonnables quant à mon temps, et n'a plus jamais fait passer les apparences avant l'essentiel. Lorsqu'elle a été un peu courte pour son loyer un mois, elle a fait des heures supplémentaires au lieu de m'appeler. Lorsqu'elle a voulu rendre visite à notre père pour Thanksgiving, elle a économisé pour s'acheter son propre billet d'avion. Le changement le plus profond est survenu 6 mois après nos retrouvailles au café. J'avais été accepté dans le programme d'ingénierie de l'université d'État et j'essayais de voir comment concilier le travail, les cours et mes dépenses quotidiennes. J'ai réfléchi, m'a dit aller lors d'un de nos dîners du dimanche. Je sais que l'appartement près du campus coûte cher et que tu vas devoir réduire tes heures à l'usine pour te concentrer sur tes examens. Je me suis légèrement crispé, de vieux réflexes de méfiance se réveillant en moi. Allait-elle me proposer de s'installer avec moi pour partager les frais? J'aimerais t'aider, a-t-elle poursuivi, remarquant ma réaction. Pas avec de l'argent. Je sais que ce ne serait pas approprié compte tenu de notre passé. Mais j'ai du temps. Je pourrais t'aider à déménager, organiser ton appartement, ou même préparer tes repas pour le week-end pour que tu ne vives pas que de nouilles instantanées. Un soutien pratique, le genre de soutien que tu m'as toujours apporté. Cette proposition m'a mis les larmes aux yeux. Ce n'était ni grandiose ni tapageur, mais c'était attentionné, tenant compte de mes besoins réels plutôt de ce qu'elle imaginait que je devrais vouloir. J'apprécierais beaucoup, ai-je réussi à dire. Allez a souri, visiblement soulagée. Super. C'est ce que fait la famille, non? S'entraider de manière concrète et utile, pas seulement de la façon qui présente le mieux ou qui est la plus commode. Tout à fait, ai-je acquiescé, mesurant le chemin parcouru pour parvenir à cette sagesse. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai repensé au chemin que nous avions parcouru. La douleur et la trahison avaient été bien réelles, les blessures de notre relation profonde. Mais à partir de ces fondations brisées, nous étions en train de reconstruire quelque chose de plus fort, de plus sain et de plus authentique. J'avais appris à poser des limites, à m'estimer suffisamment pour exiger le respect. Ale avait compris que la véritable complicité naît d'une attention sincère et d'un soutien mutuel, non de l'ambition sociale ou des démonstrations matérielles. Nous étions encore tous deux en phase d'apprentissage, commettant parfois des erreurs, mais nous avancions avec une meilleure compréhension de ce que doit signifier la famille. Cette mise à l'écart lors de la fête de fiançailles, qui m'avait d'abord semblé être un rejet dévastateur, apparaissait désormais presque comme un cadeau, un signal d'alarme douloureux mais nécessaire qui nous avait forcés à affronter des schémas destructeurs installés depuis des années. Parfois, l'amour le plus profond ne s'exprime pas à travers de grands gestes ou des sacrifices financiers. Il se manifeste par le respect des limites de l'autre, par de petites attentions régulières, et par une communication honnête, même lorsqu'elle dérange. Et parfois, la plus belle preuve d'amour que l'on puisse donner à quelqu'un, et à soi-même, consiste à dire non lorsque dire oui ne ferait que prolonger des comportements toxiques. La famille ne se définit pas par un don ou un dû inconditionnel. Elle se construit sur le respect mutuel, l'entraide et le courage de se tenir mutuellement responsables de la façon dont nous nous traitons. C'est la leçon que Ale et moi devions apprendre. Et bien que l'enseignement ait été rude, la sagesse acquise en valait le prix. Avez-vous déjà dû fixer des limites difficiles avec quelqu'un que vous aimez? Trouvez-vous plus difficile de dire non à votre famille qu'à vos amis ou vos collègues? J'aimerais beaucoup lire vos témoignages dans les commentaires ci-dessous. Pensez à laisser un « j'aime » et à vous abonner si cette histoire vous a parlé, et partagez-la avec quelqu'un qui traverse peut-être des dynamiques familiales similaires. Merci pour votre écoute et rappelez-vous, aimer quelqu'un ne signifie pas le laisser abuser de votre générosité. Parfois, la plus grande marque d'amour réside dans des limites saines.